Bien, alors donc ce soir, nous recevons, comme vous le savez, Ignacio Ramonet. Puisque vous êtes nombreux, vous devez savoir déjà de qui il s'agit, donc il n'est pas nécessaire que je fasse une longue présentation, mais je vous rappelle qu'Ignacio a été le directeur du monde diplomatique pendant pas mal d'années, 18 ans, et qu'il est encore aujourd'hui le directeur de l'édition espagnole du Diplôme. Et par ailleurs, à côté de son activité de journaliste, il a à côté, enfin, je ne sais pas si c'est à côté ou à l'intérieur de son activité de journaliste, il a publié un certain nombre d'ouvrages, la plupart d'ailleurs chez l'éditeur Galilée, que l'on va saluer, puisqu'ils sont associés à l'organisation de la soirée. Des ouvrages qui sont, pour quelques-uns d'entre eux, des livres d'entretien avec des grandes figures politiques latino-américaines. Il y a un petit Marcos, il y a un gros Castro, et un énorme Chavez, qu'on a présenté ici l'année dernière, effectivement, auquel on vous renvoie. Et à côté de ces livres d'entretien, plus ou moins gigantesques, il a publié toute une série d'essais sur des sujets assez divers, mais qui, je pense, ont un objet commun, qui est d'essayer de cerner un peu les contours de l'ordre mondial et du système de domination mondiale tel qu'il se recompose depuis les années 90. Bon, je laisse Ignacio juger si c'est pertinent ou pas comme présentation, mais... Et donc le dernier opus de cette série d'ouvrages, c'est L'Empire de la Surveillance, qui vient de sortir donc, il y a quelques mois chez Galilée, qui est donc un texte d'Ignacio assorti de 2 entretiens, avec l'un avec Julian Assange et l'autre avec Edmond Chomsky. On va donc procéder à une présentation rapide de l'ouvrage, et Ignacio a proposé qu'on fasse ça sous une forme légèrement dialoguée, rassurez-vous, les questions ne seront pas longues. Et il m'a semblé qu'une bonne manière de procéder, c'était de poser les questions d'un candide, c'est-à-dire de poser les questions qui finalement nous empêchent de formuler, disons, les objections qui nous empêchent de prendre vraiment la mesure du phénomène de la surveillance tel qu'il existe aujourd'hui. Alors la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est d'accord, un livre sur l'empire de la surveillance. La surveillance, tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est, tout le monde y est relativement hostile, en tout cas tout le monde est assez méfiant par rapport à la surveillance, personne n'a de goût marqué pour la surveillance ici sans doute, mais la surveillance, ça a toujours existé, non? Alors est-ce que c'est bien la peine d'en reparler aujourd'hui? Merci beaucoup Anthony, je voulais bien sûr remercier moi aussi les responsables du lieu-dit, notre ami Hossein en particulier, qui fait vivre ce lieu remarquable. C'est la 3e ou la 4e fois que j'ai le plaisir de venir ici présenter un ouvrage et discuter avec les lecteurs à la fois des livres et du monde diplomatique. Je veux remercier bien sûr les amis du monde diplomatique qui ont organisé cette soirée, et remercier en particulier Anthony Burlot qui a eu la gentillesse de lire le livre et d'accepter voilà, de conduire une discussion, un dialogue pour cette première partie de la soirée. Ensuite, on aura une partie d'interaction avec le public. Alors c'est vrai que la surveillance a toujours existé, c'est clair, on l'imagine du moins dans le livre, il y a chaque chapitre est précédé d'une petite citation autour de la question de la surveillance, et par exemple il y a une citation de Sun Tzu, vous savez, ce théoricien de la guerre, ce théoricien de la stratégie chinois, qui est 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc, voilà. Donc on peut imaginer que la surveillance a bien sûr une histoire, et c'est une question que j'aborde dans le livre, mais avec ceci qu'il faut bien comprendre, c'est que la surveillance, c'est vrai que c'est une pratique sans doute qui s'est faite depuis toujours, et, mais surveiller, ça suppose avoir recours à voilà, une armée de surveillants. Hein, par exemple, ayez des espions partout, dit Sun Tzu, ayez des espions partout, il faut en avoir beaucoup. Hein, il faut avoir beaucoup d'espions, et en particulier, si vous voulez surveiller des personnes précises, il faut au moins un espion ou plusieurs espions par personne.
Et donc, par conséquent, à ce titre-là, vous ne pouvez pas faire un investissement considérable si vous voulez surveiller beaucoup de gens. Si vous voulez surveiller le prince, bien sûr, il faut mettre dans son environnement 3 ou 4 observateurs qui vont espionner le prince, c'est certain. Mais remarquez ceci, par exemple, le prince, Machiavel, dans Le Prince, n'utilise jamais le mot surveiller, parce que j'ai été vérifié. La question de la surveillance, lui qui est machiavélique, comme son nom l'indique, hein, qui attache une énorme importance à l'intérêt de l'État, à la conduite de l'État, à la souveraineté de l'État, hein, et en particulier à la nécessité pour l'État de se défendre de quelque façon que ce soit, il n'envisage pas la surveillance comme une méthode de gouvernement. Hein. D'ailleurs, c'est le contraire même de l'État que nous avons aujourd'hui, que j'appelle dans le livre, un concept que aujourd'hui est tout à fait accepté, ce sont nos États, nos démocraties sont des États de surveillance ou des États de contrôle. Nous vivons dans des sociétés de contrôle, nous vivons dans des États de surveillance, puisque la surveillance est devenue tout à fait banale. Donc oui, bien sûr, la surveillance est ancienne, on l'imagine, mais quand on cherche des traces de la surveillance, eh bien finalement on ne la trouve qu'à une période relativement rapprochée. Hein, pour quelles raisons? Bien, pour des raisons simples, c'est que les techniques, disons, de surveillance, les techniques, des machines, disons, à surveiller, n'ont été élaborées, n'ont été conçues, n'ont été élaborées que récemment, c'est-à-dire à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est-à-dire quand globalement s'inventent des lieux de contrainte, des lieux de surveillance, des lieux de contrôle. C'est-à-dire, par exemple, et ça c'est Michel Foucault qui nous l'a enseigné, quand s'invente la prison. Voilà, contrairement à ce qu'on croit, par exemple, la prison n'a pas toujours existé. Il a toujours existé des lieux où on a enfermé des gens, mais ce n'est pas la prison. Hein, il a existé des endroits où l'on a enfermé quelques personnes, mais ce n'est pas la justice qui les a enfermés. C'est une sorte de justice sauvage, ou une sorte de vengeance du prince. Mais la prison telle que nous la connaissons, c'est-à-dire avec la justice qui détermine qu'en fonction de tel crime ou tel délit, la personne va payer avec du temps, elle sera privée de sa liberté et elle va donner du temps à la société, du temps que cette personne aura perdu comme sanction de ce qu'elle a commis, ça, c'est une invention très récente. C'est là, évidemment, le grand apport de Michel Foucault dans son livre majeur qui s'appelle « Surveiller et punir ». Hein, c'est l'invention de la prison. De même que l'asile psychiatrique, l'invention de l'asile, c'est aussi relativement récent. Hein. De même que le bagne, de même que tous ces lieux qui, au cours du XIXe siècle, vont essayer, dans les sociétés, disons, de contrôle qui commencent déjà à s'établir, vont essayer d'éliminer de la société tout ce qui est marginal, tout ce qui est contraire au bon ordre bourgeois. Hein, on va faire des lois pour éliminer les vagabonds, les errants, les marginaux, et bien entendu les délinquants, les fous, les handicapés, etc. Donc on va retirer de la société tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui est en dehors de la norme. D'ailleurs, Foucault a un autre livre dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle « L'invention de la folie à l'âge classique », hein, qui est d'ailleurs une œuvre majeure. Donc, effectivement, par exemple, quand la prison s'invente, eh bien, il faut, quand la prison, le concept de prison s'invente, il faut construire, édifier des prisons concrètes. Et donc là, la question de la surveillance, elle est posée concrètement. Je veux dire, on arrête des gens, on les condamne à passer du temps dans un lieu clos, et comment on les surveille? Et cette invention, voilà, ça c'est un très grand apport d'un philosophe, d'une école philosophique anglaise, et notamment d'un philosophe anglais Jeremy Bentham, qui invente un système de surveillance qu'on va appeler le panoptique. Hein,
qui est un système, voilà, qu'on peut imaginer comme un édifice rond, avec les cellules, en quelque sorte, qui sont fermées à l'extérieur et qui ouvrent toutes vers la cour ronde intérieure, avec des grilles. Et au milieu de cette cour, il y a comme une tour, voilà, fermée également, avec, mettons, un système de persiennes, qui permet aux gardiens au singulier ou au pluriel, de regarder tous les prisonniers sans que le prisonnier ou les prisonniers sachent si quelqu'un les surveille ou pas. Mais ils sont potentiellement toujours sous la surveillance potentielle d'un surveillant. Donc c'est en quelque sorte ce que fait Bentham, c'est reproduire le système, disons, de relation de soumission que les chrétiens ont avec Dieu, puisque Dieu, qui est partout, bien entendu, hein, Dieu observe toujours ce que l'on fait, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, et quel que soit le lieu, bien entendu, où nous nous trouvions. C'est cette crainte de Dieu, d'ailleurs, qu'est l'éducation chrétienne. C'est quoi l'éducation chrétienne? C'est dire, attention, même quand tu es seul, dans tel endroit caché et obscur, Dieu te voit. Et donc, ne fais pas ça, parce que Dieu te voit. Et donc, à chaque moment, tu dois avoir une conduite chrétienne. Et cette idée-là, voilà, matérialisée, c'est l'idée du panopticon. Et donc, c'est le panoptique est en quelque sorte la première trace que nous avons d'une surveillance conceptualisée, d'une surveillance organisée, et bien entendu, une surveillance, disons, de personnes qui ont été exclues de la société en raison de leur conduite. Et aussi l'idée que le panopticon, c'est aussi l'idée que ce type de surveillance, car il n'y a pas de punition, il n'y a plus de punition. Comme vous voyez, selon l'invention, selon l'idée de Foucault, l'invention de la prison met un terme à la loi du talion. C'est pas, n'est-ce pas, œil pour œil, dent pour dent, mais c'est ton temps contre ton crime. Voilà. Je te prends du temps simplement de ta vie, je ne te fais rien d'autre. C'est la fin de la torture, d'ailleurs. Et c'est le début de la réflexion sur la fin de la peine de mort. Hein. Donc dès l'âge classique, dès la fin du XVIIIe siècle, hein, en particulier avec un juge Beccaria, qui est un théoricien de la justice moderne, rationnelle, hein, à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque de la Révolution, Beccaria est le premier qui théorise la suppression de la peine de mort, parce que c'est dans le prolongement de la suppression de la torture. La prison suppose la fin de la torture, alors qu'avant, effectivement, on payait par la loi du talion, qui s'est appliquée jusqu'à pratiquement le XIXe siècle. Donc tout ça est dans le livre, bien sûr, hein, c'est rappelé rapidement. Et bien sûr, la surveillance, si vous voulez, a atteint une dimension, pour passer à une époque beaucoup plus récente, c'est-à-dire que comment est-on arrivé à la surveillance de type électronique, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Bien, là, ça commence au moment de la Seconde Guerre mondiale. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est un problème de communication, parce que aujourd'hui, quand nous parlons de surveillance, ce qui est implicite, vous voyez, là, tant que je parlais de surveillance jusqu'à présent, en réalité, nous parlions de la surveillance voilà, physique humaine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un surveillant quelqu'un. C'est des yeux qui surveillent un corps. Tandis que, j'imagine que quand on lit un titre comme l'Empire de la surveillance, c'est pas ce type de surveillance-là. C'est pas la surveillance des renseignements généraux. C'est la surveillance des communications. Ce qui est implicite, c'est, voilà, on surveille mes communications. Quand je parle au téléphone, quand j'envoie un mail, quand j'envoie un message, quand j'envoie une photo, c'est ça qui est surveillé aujourd'hui. Et comment on en est arrivé là? Eh bien, on en arrive d'abord par le développement même des techniques de communication.
hein. Et le développement des techniques de communication a permis effectivement la surveillance des communications, hein, et a facilité dans une certaine mesure, la surveillance des communications. Et notamment pendant la guerre, voilà, les Allemands avaient mis au point un système de communication qui s'était révélé destructeur pour les Alliés. C'était la communication, disons, de l'amirauté allemande avec ses sous-marins, avec les sous-marins allemands. Les sous-marins allemands sillonnaient l'Atlantique. Le Royaume-Uni était le seul territoire d'Europe occidentale qui n'était pas contrôlé d'une manière ou d'une autre par l'Allemagne. Et par conséquent, il s'agissait de mettre un siège au Royaume-Uni et d'éviter que le Royaume-Uni reçoive précisément de l'approvisionnement ou toutes sortes d'éléments de logistique lui permettant de résister, de continuer à résister en matière d'armement, de pièces de rechange, etc. Et bien entendu, l'empêchant éventuellement de devenir une base pour un éventuel débarquement. Donc, par conséquent, l'amirauté envoyait ses communications aux sous-marins, et les sous-marins coulaient des dizaines, des centaines de cargos, hein, qui venaient d'Amérique, soit d'Amérique du Nord, soit d'Amérique du Sud, approvisionner le Royaume-Uni. Donc, c'était à la fois une catastrophe, et par ailleurs, bien entendu, ça a empêché les Alliés de concevoir une riposte pour envisager une éventuelle victoire sur le Troisième Reich. Alors donc, il était très important de découvrir quel était le système de communication entre l'amirauté et les sous-marins. Ce système existait. C'était une machine à crypter, à chiffrer les communications, et cette machine s'appelait Enigma. Alors, c'est quelque chose de relativement connu. Il y a des films qui s'appellent Enigma, et il y a des romans, d'ailleurs, autour de Enigma. Et comme vous savez, l'an dernier, il y a eu un film qui a été d'ailleurs proposé aux Oscars, un film américain, qui racontait la biographie du personnage dont je vais parler, qui a mis au point le système qui a permis de casser la machine à chiffrer. Parce que les Britanniques ont réussi à constituer une équipe à côté de Londres, qui était constituée d'Américains. Les Américains avaient cassé le chiffre japonais. Donc ce groupe est venu s'installer à Londres avec les Britanniques et également avec des mathématiciens polonais qui avaient eux aussi beaucoup travaillé. C'était surtout des mathématiciens, des physiciens, et hommes et femmes d'ailleurs, et dirigés autour d'un génie, hein, qui s'appelait, je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent, Alan Turing, hein, et Alan Turing qui est un peu l'inventeur de l'informatique, si vous voulez, en cherchant à casser ce langage de cette machine à crypter Enigma, d'une part, est un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous savez, il n'y a pas eu de reconnaissance de la part du gouvernement britannique, puisque Alan Turing a été ensuite très persécuté en raison de son homosexualité, hein, et il a été poussé pratiquement au suicide. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mouvement de réhabilitation très important autour de ce génie, qui par ailleurs, évidemment, a été d'un apport considérable dans la guerre elle-même. Et alors, ce qu'il y a, c'est que, ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est autour de cette alliance qui s'est formée au moment de la guerre entre le Royaume-Uni et les États-Unis, que dès que la guerre est terminée, comme très vite on devine qu'on va entrer en guerre d'une autre nature, la guerre froide, avec l'Union soviétique, ce groupe-là va se constituer, alors cette fois-ci d'une façon très formelle. Et des accords entre les États-Unis et l'Angleterre vont être signés, ces accords qui s'appellent les accords Okusa, UK comme United Kingdom et USA, Okusa, qui formalisent en quelque sorte, mais en secret, qui formalisent le travail que vont faire à partir de ce moment-là les agences de renseignement britanniques et américaines pour essayer de contrôler les communications, disons, électromagnétiques, comme on disait à l'époque,
c'est-à-dire essentiellement le téléphone et le télégraphe. Essentiellement le téléphone et le télégraphe. Contrôler toutes les communications qui circulent évidemment en direction de l'Union soviétique, mais pas seulement, puisque par définition, les soviétiques ont des espions en Occident, et donc il faut les reconnaître, et pour ça il faut surveiller les communications. Et très vite, cette idée que pour trouver l'aiguille dans la meule, il faut surveiller toute la meule, voilà, ça, c'est quelque chose qui fait son chemin. Et après ces accords au Gouza, les Britanniques et les Américains vont élargir leur alliance, une alliance uniquement entre anglo-saxons. Ils vont l'élargir au Canada, à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie. Voilà, ce seront ces 5 pays-là qui vont constituer une alliance ultra secrète qui ne sera pas connue pendant pratiquement 40 ans, 50 ans, hein, ce qu'on appelait les 5 yeux, Five Eyes, et qui vont mettre au point le système échelon, dont j'imagine que beaucoup d'entre vous avez entendu parler, puisque le Diplo a été un des premiers journaux occidentaux, après des journalistes néo-zélandais, après des journalistes australiens qui ont été les premiers à dévoiler ce système. Nous avons été, en France en tout cas, le Diplo a été le premier journal à dire ce qu'était échelon, c'est-à-dire cet accord pour surveiller les communications, étendues cette fois-ci, bien entendu, aux communications via satellite, etc. Et donc, c'est ce système qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'Échelon, parce qu'on le connaît un petit peu mieux aujourd'hui, a disparu. Ce système continue d'exister. C'est un système qui, bien sûr, a eu d'autres, autour des 5 toujours, pays anglo-saxons, mais qui a, bien sûr, des alliances ponctuelles avec l'Allemagne, avec la France, avec des grands pays occidentaux ou des grands pays disons de l'extérieur, le Japon, le Brésil, etc., l'Égypte, bon, qui ponctuellement peuvent apporter de la pointe, et qui bien sûr a été la base de cet empire de la surveillance dont nous parlons. Donc je ne vais pas continuer de développer cette partie-là, mais effectivement c'est pour dire que la surveillance, oui, elle a une histoire. Et cette histoire, disons, dont une partie est retracée dans le livre, cette histoire est relativement connue aujourd'hui. J'avais prévu une autre question, Candide, mais tu as déjà commencé à y répondre, alors je ne sais pas s'il est nécessaire que je la pose. Ma question c'était, bon d'accord, admettons que la surveillance ait changé et franchi un seuil, mais la surveillance, de la même manière que le panopticon, c'est quelque chose qui était infligé à des coupables ou à des condamnés, en tout cas, la surveillance c'est une nécessité, ça obéit à une logique de sûreté, et finalement ça ne concerne que des individus dangereux ou en tout cas suspects. Par conséquent, nous n'avons pas à nous en préoccuper. Absolument. Ça, c'est une réflexion très générale, hein, qui consiste à dire, on va poser le problème, et chacun partagera sans doute avec nous cette préoccupation, Anthony, c'est que les gens se disent, c'est un des problèmes de cette question de la surveillance, c'est que les gens se disent, mais moi j'ai rien à cacher, ça m'est égal qu'on me surveille. C'est le problème que nous avons. Hein, et bien sûr, je veux dire, nul ne s'insurge, et en tout cas le livre n'est pas fait pour dénoncer la surveillance en tant que telle, bien entendu. On comprend parfaitement qu'un État, qui plus est un État de droit, une démocratie, qui doit se défendre, on comprend parfaitement qu'un État se donne les moyens de surveiller des suspects. Il y a des suspects, eh bien il faut les surveiller. Parce que, ben voilà, ce livre a été publié une semaine, 8 jours avant les attentats. Il est sorti le 5 novembre. Donc, et bien entendu, la réflexion du livre, elle s'enclenche sur ce qui s'est passé après les attentats. Non pas ceci, bien entendu, parce que le livre est sorti juste avant, mais après les attentats de janvier. Et bien sûr, les attentats, par définition, c'est les attentats du 11 septembre 2001, qui ont changé la donne en matière de surveillance. Autour de cette idée, mais pourquoi est-ce qu'il faut s'irriter, se révolter, hein, si l'État
essaie de surveiller un petit peu la société. C'est pour plus de sécurité. C'est ça l'accord. C'est ça le contrat qu'on essaie de passer. Hein? Et c'est ça le débat politique. Hein, comme dit Obama, il faut bien accepter de céder une partie de nos libertés en échange d'une plus grande sécurité. Ah, le débat, il est autour de ça. Hein. Et je disais tout à l'heure, donc il est évident que nul ne s'oppose à ce que l'État surveille, à condition bien sûr que l'État surveille, je veux dire, dans le cadre d'une véritable démocratie, c'est-à-dire que la justice en soit saisie, qu'un juge ait autorisé cette surveillance, et que cette surveillance, bien entendu, se fasse dans le cadre de la justice d'un État, hein, bien entendu, et que l'exécutif ne soit pas seul, n'ait pas les mains libres pour surveiller comme il le veut, hein. Et notamment que les exécutifs, ce qui s'est passé aux États-Unis, on voit un petit peu se reproduire maintenant en France, hein, avec quelques précautions supplémentaires, mais quand aux États-Unis il y a eu les attentats du 11 septembre, qui ont été des attentats, on a vu ce que étaient les attentats du 13 novembre, on peut imaginer ce qu'étaient les attentats de New York comme impact émotionnel sur une société quand il y a eu 3000 morts, hein, en une journée 3000 morts. Et bien sûr, dizaines de milliers de blessés. Hein, en plus, le côté spectaculaire, etc., militaire de l'affrontement. Donc, dans ce cadre-là et dans cette émotion, vous vous souvenez que les États-Unis ont fait voter, le gouvernement républicain, le gouvernement de George W. Bush, a fait voter une loi qui s'est appelée la Patriot Act, et cette loi, elle a autorisé, je veux dire, alors c'était légal, et c'est une démocratie qui le faisait, mais une démocratie qui se permet de faire ce que les États-Unis ont fait avec la Patriot Act est évidemment une démocratie qui, en partie, dans certains domaines, cesse de l'être. Puisque la Patriot Act a autorisé, par exemple, la pratique des disparitions, hein, ce qu'on appelle les disparitions, qui s'était développé beaucoup, notamment en Amérique latine, dans les années 70 et 80, c'est-à-dire que les autorités américaines se donnaient le droit de littéralement prélever une personne où qu'elle se trouve. Elle était enlevée par des agents spéciaux, embarquée dans une voiture, hein, transportée par des avions de la CIA en secret vers des pays qui étaient des dictatures où l'on pratiquait la torture et livrée à des bourreaux pour qu'elle soit torturée, qu'on la fasse parler, au prétexte qu'aux États-Unis la torture est interdite, hein, et que les lois ne permettent pas la torture. Bon, la surveillance généralisée de toutes les communications, hein, les communications postales, bien entendu téléphoniques, etc., électroniques, toutes sortes d'abus, hein, la création de prisons secrètes, etc., toutes sortes d'abus qui effectivement ont fini. La création du bagne de Guantanamo. Le bagne de Guantanamo, dont il faut comprendre la logique. Pourquoi est-ce que les Américains ont installé un bagne à Guantanamo? Tout simplement parce que Guantanamo ne leur appartient pas. Hein, c'est un territoire qu'ils louent. Hein, et ne leur appartenant pas, ce n'est pas un territoire américain, donc les lois des États-Unis ne s'y appliquent pas. Et donc on peut détenir des gens qui n'ont pas été jugés. Hein, donc, vous avez vu que Obama avait promis au début de son premier mandat de démanteler Guantanamo, et il va finir son mandat. Il aura fait son voyage à Cuba, mais à Cuba ou Guantanamo, le bagne de Guantanamo existe, enfin, et demeure. Donc c'est plutôt voilà c'est-à-dire contre quoi je pense que les citoyens doivent être attentifs, se mobiliser et protester. C'est contre, c'est-à-dire partir du fait que oui, bien sûr, une société a besoin d'être protégée, mais au nom de cette sécurité, pourquoi faudrait-il sacrifier nos libertés ou une partie de plus en plus grande de nos libertés? Je citais l'autre jour, je présentais le livre à Montpellier, et le matin même, je crois que c'était samedi dernier,
j'avais entendu une émission sur France Culture, peut-être que certains d'entre vous l'avaient entendu, c'est une émission comment il s'appelle, Jeannet, hein, qui faisait une émission sur... Il établissait un parallèle, c'était tout à fait intéressant, avec des historiens, il établissait un parallèle entre le comportement des parlementaires français, et donc des hommes politiques français, et de la justice française, entre 1890 et 1900, pendant la décennie des attentats anarchistes. Et c'était tout à fait passionnant, je vous invite à la réécouter, c'était samedi dernier vers 11h du matin, hein, une émission que fait Jeannet, qui est un historien, qui n'est pas un historien révolutionnaire d'ailleurs, hein. Et c'était très intéressant parce qu'on entendait, hein, des textes dits, hein, par les comédiens, parce que ce n'était pas enregistré à l'époque, mais de parlementaires de 1890, et ensuite en parallèle, on entendait le Premier ministre, M. Valls, et c'était exactement les mêmes textes, exactement les mêmes arguments. Protéger la société, la volonté de destruction, impossible de rester impassible devant la dimension de ces crimes, etc. Bon, et que personne ne nie, bien entendu. Hein, personne ne nie. Hein. Mais au nom de ça, voilà comment on s'est doté de lois, à l'époque, qu'on a appelées les lois scélérates. Vous savez jusqu'à quand ont été les lois scélérates, donc des lois qui supprimaient quantité de liberté, qui ont fermé des journaux, qui ont permis l'arrestation de quantité de journalistes, etc. Bon, ces lois sont restées en vigueur, vous savez jusqu'à quand? Jusqu'en 1992. Donc elles ont traversé la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, l'occupation. C'est-à-dire pendant l'occupation, on a pu les utiliser, parce que ces lois étaient en vigueur. Hein, jusqu'en la guerre d'Algérie, bien entendu, où elles ont été utilisées. Hein, elles n'ont été abolies qu'en 1992. Donc, c'est pourquoi, je veux dire, maintenant, nous sommes dans le débat sur l'état d'urgence permanent, etc. Bien sûr, et dans l'émotion de ces... Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, il ne s'agit pas de, comment dirais-je, de minimiser les faits, l'impact émotionnel. C'est tout à fait légitime qu'on soit impacté émotionnellement par les attentats. Mais c'est très dangereux de légiférer dans cet état. Et notamment de légiférer pour l'avenir dans cet état. Hein? C'est pourquoi je pense que la question se pose, effectivement. Hein? Est-ce que, voilà, il faut protester contre toute surveillance? Non. Nous ne protestons pas contre toute surveillance. Oui, nous pensons que des suspects doivent être surveillés. Mais ils doivent être surveillés. Snowden, il y a une déclaration de Snowden ici que je rapporte dans le livre. Snowden lui-même dit, bien entendu, hein, s'il s'agit de surveiller Ben Laden, mais bien entendu qu'il faut le surveiller, bien sûr, mais à condition que cette surveillance ne soit pas une décision de l'exécutif, que ce soit une décision d'un juge, qu'un juge surveille les surveillants, et qu'on sache que tout ceci se fait dans le cadre d'un État démocratique. Sinon, quelle différence y aurait-il entre une démocratie et une non-démocratie? Alors, j'allais demander naïvement si les excès de la surveillance de masse étaient l'apanage des États-Unis, mais je crois qu'en fait, tu viens de répondre. Bon. Alors, je saute directement à la question suivante, ou à l'idée reçue suivante. Finalement, la surveillance, bon, il y a des excès, c'est une surveillance de masse, etc., mais elle reste du ressort des États, donc elle reste du ressort du politique, et donc potentiellement, on va dire, virtuellement ou tendanciellement, elle reste normalement sous contrôle démocratique. Non? Oui, alors, voilà. Alors d'abord, effectivement, malgré tout, il faut le préciser, le livre qui s'appelle L'Empire de la surveillance, c'est pas autour des États-Unis, au contraire, c'est autour de cette atmosphère que je viens de décrire, et qui est la même, étant donné que beaucoup de pays ont subi des attentats récemment, hein, au cours, je parle, des 15 dernières années, hein, il y a eu des attentats très importants, une forme nouvelle, finalement, d'exercer la violence contre les sociétés, et il y a eu des attentats très impressionnants à Londres, à Madrid, en Allemagne, en Turquie, etc., et dans beaucoup d'autres pays, bien entendu, et
Égypte, en Tunisie, au Mali, etc. Et donc la plupart de ces pays se sont dotés d'une législation très semblable. Je parle de l'Angleterre en particulier, de l'Italie, de l'Espagne, la Turquie, qui ont des législations, la France maintenant, des législations très semblables à la Patriot Act. Et il ne s'agit pas de ne pas reconnaître le caractère démocratique. D'ailleurs, les Américains ont aboli le Patriot Act, puisqu'il avait une durée de vie limitée. Au moins, ils ont fait ça. Mais, comme je le dis dans le livre, le Patriot Act a été reconduit. On a supprimé quelques éléments qui faisaient une tâche du point de vue démocratique. Et maintenant, le Patriot Act n'existe plus. Mais le prolongement de 90% du Patriot Act, ça s'appelle maintenant Freedom Act. Mais c'est prolongé et bien entendu les alliances. Mais disons que indépendamment, ça c'est un aspect, c'est l'aspect légal. Regardez ce qu'on nous dit actuellement, parce que deux ou trois choses que je voudrais dire, c'est d'une part, vous voyez, le Premier ministre, par exemple, nous dit il faut absolument faire une loi pour... c'est la loi renseignement. En France, ça s'appelle la loi renseignement, qui a été votée cet été. Donc, il faut absolument faire une loi. Et il dit parce que jusqu'à présent, on faisait exactement la même chose, mais sans loi. Donc, dans quel cadre ça se passait alors? Et qui nous garantit qu'actuellement, ils ne font pas autre chose sans loi? Voilà ce que je veux dire. Donc, le Premier ministre a bien expliqué que c'était un progrès, en quelque sorte, éthique, puisque maintenant, ce qui avant se faisait sans loi, maintenant se fait dans le cadre de la loi. Et que, bon, même si c'est vrai que c'est pas un juge qui va décider qui va être surveillé, c'est le Premier ministre, comme vous savez, selon la loi renseignement, qui décide qui va être surveillé, enfin, l'ordre doit venir de lui. Dans un deuxième temps, effectivement, il faut qu'un juge soit informé, etc. Enfin, la décision première, c'est quand même le Premier ministre qui la prend. Et bon, on s'est entouré, bien sûr, et certains juristes ont dit oui, mais il n'y a pas de doute que maintenant, l'encadrement juridique est tout de même sérieux et vérifié. Mais à côté, vous avez quantité, bien sûr, avant tout, d'associations, le monde associatif, en particulier, bon, par exemple, la Quadrature du Net, une association qui se préoccupe énormément de ces questions, mais d'autres aussi, de défense des droits de l'homme, considèrent que, voilà, on est entré dans une voie à l'américaine, en quelque sorte, comme dans d'autres pays. Et de quoi il s'agit? Il s'agit effectivement d'une surveillance générale. Il s'agit, le principe maintenant, c'est pas de surveiller les suspects, c'est de surveiller tout le monde pour trouver les suspects. C'est ça le principe. Le principe est inversé. Avant, on crée un corps de surveillants pour surveiller des suspects. C'est l'existence des suspects qui crée le corps des surveillants. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est le principe, c'est que technologiquement, nous avons la possibilité de surveiller tout le monde, donc on va surveiller tout le monde, et comme ça, on saura quels sont les suspects. C'est ce que j'appelle la mise sur pied d'une justice prédictive. Vous voyez ? La justice aujourd'hui, enfin ce système, si vous voulez, ce système quand voilà, dans le fameux marché d'Obama, je vous prends un peu de liberté, mais je vous donne beaucoup plus de sécurité, dans ce marché-là, bien, il est évident qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appelle un marché de dupes, puisque la sécurité totale n'existe pas. Vous entendez bien les ministres, ou le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui dit de toute façon, cette phrase-là, il dit de toute façon, on ne peut pas 100%, la sécurité totale n'existe pas. Il peut y avoir un attentat demain. Voilà. En revanche, la surveillance totale, théoriquement, elle peut exister. Parce que tous nos téléphones peuvent être surveillés, tous nos ordinateurs peuvent être surveillés. Bon. Ensuite, est-ce qu'ils peuvent être réellement surveillés, est-ce qu'ils peuvent savoir, etc. On peut en discuter tout à l'heure. Bon. Mais techniquement, il est quasiment possible d'avoir beaucoup d'informations. Même si on n'entre pas dans le téléphone, par exemple, c'est facile de savoir que je suis là. Parce que mon téléphone, par définition, il est relié à une borne dans le coin. Pour qu'il marche, il faut qu'il soit relié à une borne.
Et la borne, elle est par définition pas loin. Donc n'importe qui peut savoir, même sans savoir si j'ai appelé quelqu'un, qui j'ai appelé, ce que j'ai dit, etc., peut au moins savoir que j'étais dans ce coin ce soir. Hein? Et si moi je prétends que, en réalité, voilà, aujourd'hui, jeudi soir, j'étais à Marseille, ben non, parce que vous étiez là. C'est ça, on peut le prouver. Hein? Donc, je veux dire, il y a des degrés divers de surveillance technologique. Hein? Il y a ce qu'on appelle les métadonnées, bien entendu. On peut avoir les métadonnées. On parle avec qui, combien de temps vous avez parlé, d'où vous avez parlé, avec qui vous avez parlé, etc. Hein? À quelle heure vous avez parlé. Donc, tous ces éléments-là peuvent être recueillis, même si on ne sait pas exactement ce que vous avez dit. Hein, bien sûr. Donc, ainsi de suite. Il y a des degrés dans la surveillance. Mais quand je dis la justice prédictive, c'est que c'est ça le nouvel objectif. Hein? Vous voyez, vous entendez souvent le ministre de l'Intérieur, je parle de la situation française parce que nous l'avons sous la main, on peut l'étudier comme en laboratoire. Et vous avez le ministre de l'Intérieur, vous avez le Premier ministre, vous avez même le président qui dit « Oui, mais écoutez, grâce à ça, la semaine dernière, on a pu éviter 3 attentats, ou je sais pas quoi, depuis 2 mois, on a pu éviter 3 attentats, 2 attentats, 5 attentats, etc. » C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'en surveillant tout le monde, voilà, on empêche le crime d'être commis. Comme vous savez, ça, c'est le modèle, c'est une nouvelle de Philip K. Dick, hein, le modèle d'un auteur génial de science-fiction américain, dont Steven Spielberg a fait un film non moins génial, d'ailleurs, qui s'appelle Minority Report. Hein. Et dans Minority Report, comme vous vous souvenez, c'est ce qu'on appelle, voilà, la justice prédictive, c'est même la police prédictive. C'est-à-dire la police arrête les gens, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils allaient faire. Pour ce qu'ils allaient faire. Que parfois eux-mêmes ne savaient pas qu'ils allaient faire. Et les renseignements nous permettent de le savoir. Hein. Donc, et c'est ce modèle-là, aujourd'hui, qui est implémenté, qui est développé, hein, dans la mesure où la technologie le permet. Et c'est donc un très grand débat. Hein. Je termine avec ça. Vous voyez, si aujourd'hui vous avez lu la presse d'aujourd'hui, vous voyez, il y a deux informations d'actualité qui ont à voir avec notre affaire. C'est d'une part les protestations de la NSA. Bon, la NSA étant l'agence de surveillance, celle qu'a dénoncé Snowden. Hein. Ce que je veux dire, c'est que nous connaissions la Patriot Act et il y avait tout un mouvement pour dénoncer les abus qui étaient réalisés en matière de violation des droits de l'homme, notamment en matière de violation de la vie privée, violation d'intimité, hein, dans le cadre de la Patriot Act. Mais on ignorait qu'en parallèle, dans le cadre d'aucune loi, hein, une surveillance encore plus intense était conduite. Ça, c'est ce sont les révélations de Snowden, qui est bien sûr considéré comme l'ennemi public numéro 1 des États-Unis, hein, et qui est, c'est pas par hasard, qui a dû trouver refuge à Moscou, parce que s'il l'avait attrapé à Hong Kong, il l'aurait sans doute jugé, condamné. Regardez, Chelsea Manning a été condamné à 35 ans pour avoir dévoilé des vérités. Hein. Donc d'une part, il y a cette idée que, voilà, il y a des dénonciations qui doivent être faites parce que il y a une surveillance qui est conduite au-delà même du cadre légal qui déjà permet des quantités d'abus. Et aujourd'hui, la NSA, et en particulier le patron de la NSA, dit, voilà, c'est scandaleux qu'il existe des messageries chiffrées parce que c'est parce que des messageries chiffrées existent que les attentats du 13 novembre en France ont pu être réalisés, pu être commis. Hein? Et il se base là-dessus, sur le fait qu'il semble que l'un des téléphones d'un des participants à l'un des commandos, l'un des membres des commandos qui ont participé aux attentats du 13 septembre, utilisait novembre, pardon, le 13 novembre, utilisait la messagerie Telegram, hein, et cette messagerie Telegram
est considérée, voilà, et par la NSA comme la messagerie des djihadistes. Si vous lisez le Nouvel Observateur de cette semaine, l'Obs de cette semaine, vous avez un article sur Telegram. Voilà, et vous avez un entretien avec le patron de Telegram qui explique que Telegram, moi-même, j'utilise Telegram. Remarquez que moi, je ne suis pas très en odeur de sainteté. Mais, je veux dire, Telegram est utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Et donc, c'est pas pour ça que les gens commettent des attentats. Bien entendu, c'est pas le. Et puis, il y en a d'autres. Il y a la messagerie Signal. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. Donc, d'une part, il y a cette actualité-là. Il y a un débat. Pourquoi il y a un débat? Parce qu'aux États-Unis, si vous voulez, même les parlementaires, les membres du Congrès, se sont quand même interrogés pour savoir si comment se fait-il qu'une machine aussi énorme que la NSA, hein, qui est très bien décrite, enfin qui est décrite dans le livre, il y a tout un chapitre sur la NSA, les énormes moyens qu'a la NSA, 40 000, 50 000 agents à travers le monde, des milliards, des dizaines de milliards de budget, les meilleures technologies, les meilleurs mathématiciens, les meilleurs physiciens, on va les prélever dans les universités. C'est la NSA qui les utilise. Elle a la puissance de éviter les attentats du 13 novembre. Alors vous surveillez tout le monde ou vous ne les surveillez pas? C'est ça la question. Comment ces types ont pu se balader, entraîner, ils ont circulé et tout? Et alors vous surveillez tout le monde et... Alors la réponse de la NSA, c'est de dire non mais ils utilisent la messagerie Telegram. Non, mais franchement, ça fait rigoler. Hein? C'est l'info d'aujourd'hui. Hein? L'autre info, c'est à propos des attentats de San Bernardino. Hein, vous savez, il y a eu des attentats le mois dernier en Californie. Un couple qui s'est réclamé de Daesh a tiré, comme on voit souvent d'ailleurs aux États-Unis, contre ses propres collègues d'une maison où l'on s'occupait de personnes en situation de handicap. Et voilà, il y a eu je ne sais combien de morts et de blessés, et ces deux personnes ont été tuées par la police. Et on a retrouvé un téléphone, en particulier un iPhone 5, je crois, hein, 4, 5S. On a retrouvé un iPhone 5 et voilà, les autorités demandent maintenant à Apple, bien entendu, de leur permettre de casser, non pas de casser, pardon, excusez-moi, je vais être très précis, hein, une demande à Apple de mettre au point, ça n'existe pas, de mettre au point un logiciel qui leur permette d'entrer dans les téléphones qui sont protégés par un mot de passe. Hein. Et bien entendu, Google Apple refuse, et Google vient aujourd'hui de se déclarer solidaire. Hein, ce qui n'était pas évident, parce que Google, alors là, très dénoncé dans le livre, notamment, Anthony l'a rappelé tout à l'heure, il y a un entretien avec Assange. Hein. Et alors il faut lire l'entretien d'Assange contre Google, hein, c'est pas piquer des hannetons. Hein. Mais bon, à mon avis, Google ne veut plus avoir l'image du traître, du vendeur, du souffleur, voilà, qui vend toute l'information à la NSA et au département d'État, dit Assange. Donc ils essaient de se racheter. Mais ça n'a pas été la politique de Apple. Et alors Apple dit, mais ce n'est pas possible parce que ce logiciel n'existe pas et nous ne voulons pas que ça existe. Parce que, et en ce moment, c'est très intéressant, dans la Silicon Valley, il y a comme un mouvement de solidarité, et vous voyez qu'il s'agit bien de décoder un téléphone d'un terroriste. Donc nous ne sommes pas, il n'y a pas de... il n'y a aucune complaisance, on peut l'imaginer, de la part de Apple ou des grandes compagnies du net à la Silicon Valley, aucune complaisance à l'égard des terroristes. C'est une question de principe. Hein, de principe et aussi une question commerciale. Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a quelques années, quand tous les téléphones étaient surveillés, etc., il y avait un téléphone qu'on ne pouvait pas surveiller. Hein, sur lequel on ne pouvait pas pénétrer, qui était beaucoup plus difficile, et qui était curieusement le téléphone, non pas des djihadistes, les djihadistes n'avaient pas atteint cette dimension, disons,
mais c'était le téléphone de tous les traders, de tous les grands financiers, de tous les chefs d'entreprise et de tous les dirigeants politiques du monde. C'était lequel? BlackBerry. Évidemment, c'était BlackBerry, hein, qui était un téléphone canadien, hein, aujourd'hui beaucoup moins pratiquement en état de faillite. Et le BlackBerry, pourquoi tous les puissants de la Terre avaient BlackBerry? Parce qu'il n'était pas surveillable. Et donc Apple a décidé de faire la même chose depuis quelques années, depuis que voilà, BlackBerry ne fabrique plus de modèles d'ailleurs, même si ça continue d'exister. Et Apple a décidé d'être le téléphone qu'on ne peut pas casser, qu'on ne peut pas décrypter. Hein. Mais en tout cas, vous voyez que cette question-là, qui nous intéresse aujourd'hui, elle est dans les journaux d'aujourd'hui. Si vous lisez Le Monde d'aujourd'hui, Le Monde d'hier, voilà, ces deux débats-là, hein, que vont faire les autorités, par exemple, est-ce qu'elles vont permettre que les grandes compagnies du net ne mettent pas au point leur logiciel? Ce que voudraient les autorités, c'est en quelque sorte posséder une clé. Comme vous savez, votre facteur, il possède une clé qui lui permet d'ouvrir toutes les boîtes aux lettres de votre immeuble, vous voyez, quand il veut déposer un colis très grand, tout ça, bon, voilà. Alors, il faudrait que les autorités possèdent en quelque sorte une clé maîtresse, hein, qui permette d'entrer dans tous les téléphones, mais comme c'est les autorités, on doit l'accepter. Ben, c'est pas seulement les citoyens, voyez-vous, c'est pas seulement les associations de défense des droits des citoyens, ce sont les propres compagnies des technologies d'Internet, notamment après l'affaire Snowden, qui le refusent. Hein, et nous sommes en train d'assister au bras de fer. On va voir ce qui se passe. Hein. De la même manière, la NSA, voilà, essaie d'obtenir que des messageries chiffrées, du genre Telegram ou NSA, ou Signal, disparaissent, n'existent plus. Hein, au prétexte que seuls les délinquants, seuls ceux qui ont quelque chose à cacher ne veulent pas qu'on les surveille. Hein? Alors, bien sûr, dans le livre, je développe toute une partie sur cette volonté de soumission volontaire. Volonté de soumission volontaire, parce que nous vivons dans des sociétés où les gens sont prêts à se coucher. Hein, je dis par exemple, je raconte, il y a un extrait qui a été publié dans le Diplôme. Vous savez, sur l'Angleterre. En Angleterre, il y a à peu près, on estime qu'il y a à Londres, dans le Grand Londres, il y a à peu près 4 millions de caméras de surveillance. On dit de vidéoprotection. Il y a à peu près 4 millions. Mais tous les experts disent que 1 sur 1000 est regardée. Chaque caméra, c'est un écran. 1 sur 1000. Donc, par conséquent, il y a quand même, disons, un très grand nombre de caméras qui n'est pas regardées. Et pourquoi elles ne sont pas regardées? Parce que, tout simplement, on ne peut pas payer 4 millions de personnes pour surveiller 4 millions de caméras. C'est sûr, ça serait trop cher. Donc, qu'a imaginé une entreprise britannique? Ça, c'est l'extrait du livre qu'a publié le Diplôme, hein, en DH, en dernière page. Une entreprise britannique, dont je donne la parole à son directeur, tout ça, qui nous explique, une entreprise britannique a imaginé, voilà, lancer un appel à tous les vidéastes du monde, hein, en disant, voilà, si vous avez du temps à perdre, hein, chez vous, vous êtes retraité, vous êtes précaire, vous avez envie d'arrondir aux fins de mois, eh bien, vous passez un contrat avec nous, on voit un peu quel est votre degré de moralité que vous avez, etc., passez un accord, et voilà, je vous recrute comme surveillant. Et vous allez de chez vous surveiller telle boutique, la supérette du coin, de tel endroit. Ça, c'est votre surveillance à vous. Si vous trouvez quelqu'un qui est en train de chaparder, etc., vous avez 3 points. Si vous trouvez quelqu'un chaparde mais qui ne chapardait pas, là, vous avez 0 point, parce que malgré tout, il a fait un geste étrange. Et si vous vous trompez, on peut vous retirer quelques points. Mais à la fin du mois, si vous travaillez comme il faut, si vous surveillez comme il faut, avec intensité, vous pouvez gagner jusqu'à 1000 livres. Ce qui est pas mal dans la situation de l'Angleterre. Bon, et comme vous savez, des dizaines de milliers de personnes se sont portées volontaires pour surveiller. La même chose à la frontière du Texas. Hein, à la frontière du Texas, vous savez qu'il y a des migrants qui passent un peu comme actuellement là-bas en Grèce. On a installé des dizaines de caméras pour surveiller le désert. Hein. Et bien sûr, la police du Texas n'a pas de budget pour recruter des gendarmes ou des gens qui soient spécialisés dans la surveillance de ces caméras.
là aussi, il y a eu un appel international qui a été lancé, et des dizaines de milliers de personnes à travers le monde se sont portées volontaires. Cette fois-ci, on ne gagne pas 1000 livres, on ne gagne même pas un bon point. Juste on surveille. Hein, bien, si vous voulez, il y a quand même dans nos sociétés beaucoup de mouchards volontaires. Hein. L'histoire de Clouseau et du Corbeau, c'est pas que spécifique à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation. Vous voyez, hein. Donc en fait, je pense qu'il faut, dans ce sujet qui nous mobilise, qui est comment peut-on défendre notre vie privée, faut-il la défendre, comment avons-nous droit réellement à une vie intime, hein, eh bien, d'abord, il faut casser l'inertie, cette inertie, hein, qu'Anthony définissait tout à l'heure, comme disant, finalement, voilà, quand on n'a rien à se reprocher, pourquoi être préoccupé par le fait que l'État nous surveille? Merci. Bon, alors, on n'a pas abordé tous les sujets, naturellement. Si vous lisez le livre, vous trouverez traité de manière beaucoup plus approfondie, notamment les derniers aspects qu'Ignacio vient d'aborder, c'est-à-dire non seulement la responsabilité de l'État, mais la responsabilité des grands groupes nets, la responsabilité des individus, d'une société voyeuse, d'une société définie comme exhibitionniste aussi, et puis aussi quelque chose que probablement on va pouvoir aborder un peu dans la discussion, qui est la question de la résistance. Bon, c'est abordé à travers l'entretien avec Assange et l'entretien avec Chomsky, mais un peu plus généralement, la question des possibilités de résister à cet empire et à cette emprise de la surveillance. Je propose qu'on arrête la présentation et qu'on ouvre la discussion pour quelques questions. On va prendre par paquet si c'est possible, et je vais vous demander de le formuler de manière relativement concise. Merci. Je voudrais revenir sur le sens des mots. Quelle différence faites-vous entre surveillance et vigilance, puisqu'on parle de vigilance citoyenne, mais on parle aussi de surveillance sanitaire. Surveillance quoi? Sanitaire, par exemple. La veille sanitaire, oui. Par exemple. Et dans le même ordre d'idée, nos États, comme l'État français, se retrouvent très affaiblis dans leurs prérogatives. J'en veux pour preuve un certain président de la République qui a voulu supprimer carrément les juges d'instruction, mais qui a réussi à diviser par 3 au moins l'ensemble des magistrats. Dans le même temps, l'évasion fiscale a doublé. Oui, ma question est un peu proche. Ce n'est pas un changement un décalage de la cible de la surveillance. Et donc le citoyen lambda est plus surveillé, mais en revanche, les entreprises le sont moins. Il y a beaucoup moins d'inspecteurs du travail et beaucoup moins d'inspecteurs des impôts, beaucoup moins d'inspecteurs des eaux et forêts, etc. Alors, moi je me demandais seulement sur ce qui a été dit au tout début, sur le fait que le véritable problème, que ce soit l'exécutif qui ait la main là-dessus et que tout État avait besoin d'une certaine surveillance pour protéger, et que le problème c'était pas un juge judiciaire. Alors moi j'ai une petite formation juridique, je pose une question presque naïvement. Est-ce que ce serait si rassurant que ça, que toute la population soit surveillée? Je dis ça parce qu'on peut imaginer dans une petite dizaine d'années, on a commencé à le faire en France avec pas mal de programmes qui permettent de repérer des mots-clés dans les SMS, dans les mails. Alors admettons une surveillance électronique qui est un très fort investissement initial. On met des millions, c'est pas des milliards d'euros, et puis à chaque fois qu'il y a un mot un peu bizarre, on transmet le mail à un juge judiciaire qui lui de son côté lit le mail, c'est un juge judiciaire, et si besoin, le transmet au parquet, etc. Est-ce que c'est si rassurant que ça? Et est-ce que c'est, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, quand on parle, c'est toujours contre la surveillance en tant que telle? J'ai entendu personne qui parlait vraiment de l'exécutif, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est pas plutôt cette question-là qui viendrait d'analyser de fond, avec évidemment un très très gros travail de terreau à faire là-dessus, parce que c'est compliqué évidemment de mobiliser les gens là-dessus. Non, c'est juste pour donner une info, ce qui peut intéresser pendant que tout le monde est là, c'est qu'il existe dans le 20e arrondissement et dans d'autres arrondissements un collectif contre l'état d'urgence, et qu'on va se réunir ici
Quand vous avez parlé des lois scélérates, est-ce qu'il y avait un contrôle judiciaire? Parce qu'aujourd'hui, en effet, ça va rentrer dans la loi de la réforme de procédure pénale, mais c'est ce que les camarades ont dit. Maintenant, on passe au contrôle de la justice administrative qui dépend de l'exécutif. Alors, moi, je ne sais pas bien. Une dernière. Oui, je voudrais poser une question, même si j'ai une vague idée de la réponse, en me faisant un peu l'avocat du diable. C'est-à-dire, bon, moi je déteste absolument l'idée que j'ai une caméra de surveillance qui permet à n'importe quel flic de savoir ce que je fais à n'importe quel moment. Cela dit, l'argument massu que celui qui n'a rien à cacher n'a pas besoin de se cacher est un vrai argument. J'envisage bien toutes sortes de raisons qui font que, même si on n'a rien à cacher, on n'a pas envie d'être vu et regardé. Cela dit, j'aimerais que vous développiez un petit peu ce point qui, dans le débat public, peut avoir une certaine importance. Le plus flippant, c'est pas du tout dans le fait qu'on puisse savoir, si jamais, que quand on a quelque chose à cacher, c'est le fait que ça empêche les gens de créer ce qui peut avoir besoin d'être caché. C'est-à-dire que, même si... comment dire, c'est plutôt dans l'autocensure que ça pose un vrai problème, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et du coup, le deuxième point aussi, c'était sur le côté sur les caméras à Londres, où finalement on n'a personne pour regarder derrière les caméras. Et c'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'on s'en fout de savoir s'il y a quelqu'un derrière la caméra ou non. L'important de la caméra, c'est que la personne devant une caméra va s'auto-censurer, va s'empêcher de faire quelque chose. C'est-à-dire que, et c'est là où c'est véritablement puissant. Après, bon, on peut se dire qu'ils vont finir par mettre au point des algorithmes qui remplaceront les humains et qui pourront... vraiment observer ce qui se passe, mais c'est vraiment, je crois, le principe même de la surveillance, c'est l'autocensure, je crois, qui est vraiment central et qui fait que c'est un dispositif puissant et pas juste, au-delà du coup des délire qu'on a l'habitude de regarder qu'on va avec tout tapis en fait. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour ces questions, réflexions qui sont toutes tout à fait passionnantes. Hein. Oui, c'est-à-dire cette question-là, elle est très importante parce que, c'est-à-dire, c'est quoi une dictature finalement? Une dictature, c'est quand un État met sur pied des dispositifs de contrôle de l'ensemble des citoyens. C'est ça une dictature. Bon. Regardez par exemple, qui avait dénoncé la surveillance jusqu'à présent, avant Snowden? Qui avait dénoncé la surveillance? Ben, le grand livre de dénonciation de la surveillance, c'est Orwell, c'est 1984. Hein? Si vous regardez, si vous lisez 1984, si vous regardez les films, il y a 2 très bons films tirés du roman, à des époques différentes, vous verrez que Orwell dénonce des sociétés dans son esprit, évidemment, quand vous savez 1984, il l'a écrit en 1948, il a inversé les 2 derniers livres. Et dans son esprit, c'est la dénonciation du stalinisme. C'est ça qu'il a voulu dénoncer. Hein? C'est cette société, voilà, qui promettait le communisme, la fraternité, le progrès, etc. Et qui, pour des raisons qui tiennent essentiellement à des conflits qui ne se terminent jamais, qui sont volontairement maintenus par les gouvernements, des conflits qui ne sont pas faits pour se terminer. Hein? Comme, je le rappelle dans le livre, la guerre n'est pas faite pour être gagnée, la guerre est faite pour continuer. C'est ces principes-là, eh bien, établit un contrôle qui va très loin, et notamment un contrôle des communications, hein, un contrôle des savoirs, les livres sont interdits, etc. Et souvenez-vous, il y a quelque chose, je le rappelle dans le livre, il y a dans 1984, il y a dans chaque pièce de chaque appartement, il faut qu'il y ait une télé. Non seulement pour que les gens voient la télé, et donc, disons, soient victimes de la propagande, mais parce que chaque télé a derrière l'écran une caméra de surveillance
qui surveille chaque famille, chaque personne de l'État. Hein. Et je raconte dans le livre que Samsung, il y a d'autres chapitres dans le livre, il n'y a pas que cette partie hyper sérieuse, il y a dans le livre, Samsung a mis au point un téléviseur avec ce type de caméra qui voit ce qui se passe devant et qui informe l'entreprise pour savoir qu'est-ce qu'il faut corriger, etc. Il y a eu un procès en Californie l'année dernière autour de Samsung. Samsung a dû changer son logiciel. Donc, lorsqu'on pense à ces dénonciations de la surveillance, pensez aussi à un film qui avait eu un énorme succès qui s'appelait La vie des autres. Ah oui. Vous vous souvenez, La vie des autres, hein? C'était terrifiant, la vie des autres, parce que les gens, c'était des artistes, ils menaient une vie à peu près normale, etc. Et vous aviez derrière, là, tout l'appareillage de surveillance. Là aussi, vous voyez la technologie, hein? Et aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Ça aussi, je l'explique bien dans le livre. Bon. Eh bien, si vous voulez, c'est des dictatures, cette fois-ci, c'est des dictatures soviétiques ou de communisme d'État, de même que le Troisième Reich, que le nazisme a été, ou que le fascisme a été des contrôles. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ce sont de grandes démocraties qui mettent sur pied des systèmes pires que cela, pire que celui qu'a imaginé Orwell. Car quand vous lisez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu les déclarations de Snowden, parce que ça, c'est quand même le coup de massue qui rend lucide, comme disent les Chinois. Hein? Vous avez lu un livre qu'a écrit, parce que Snowden n'a rien écrit lui-même, hein, comme vous savez. Il a révélé, comme font les prophètes, il a révélé ce qu'il avait à dire à deux journalistes. À une journaliste, qui s'appelle Poitras, qui a fait un documentaire qui a eu l'Oscar l'an dernier, qui s'appelle Citizenfour, hein, que je vous invite à aller voir, il existe en DVD, etc., vous pouvez le trouver, Citizenfour, Oscar du meilleur documentaire 2015, hein, ce sont les révélations, les conversations de Snowden, et un journaliste américain mais qui vit au Brésil, Glenn Greenwald, qui les a publiés dans un livre qui s'appelle, c'est Snowden qui parle, qui s'appelle « Nulle part où se cacher ». C'est quand même génial comme titre. « Nulle part où se cacher ». Vous voyez, parce que... Et c'est Snowden qui raconte ça. Parce que c'est Snowden qui a révélé dans quelle mesure nous sommes surveillés à notre insu. C'est pourquoi les juges et tout ça, aujourd'hui, c'est cette surveillance qui est en dehors du processus judiciaire, du processus légal. Hein? Bon. Et quand vous voyez ça, quand vous lisez Snowden, vous vous rendez compte qu'aucun système politique, parce qu'évidemment Internet n'existait pas. Vous imaginez Internet, hein, toutes les capacités d'Internet, les réseaux sociaux, etc., dans les mains d'un pouvoir dictatorial? Vous imaginez? Pourquoi les grandes compagnies de Silicon Valley ne veulent pas céder? Parce que justement, on ne sait pas ce que ferait un pouvoir dictatorial avec ça, de contrôle de la société. Hein? Même les pires hantises de Michel Foucault se réaliseraient à ce moment-là, comme elles peuvent se réaliser aujourd'hui. Snowden, il passe sa vie à donner des conseils. Il dit, si vous avez un téléphone, ça y est, vous êtes perdu. On vous écoute, même s'il est éteint, etc. Hein? Faut le mettre dans un frigo. Bon. Et donc, il y a ce paradoxe que ce qui a été dénoncé comme les pires dérives, les dictatures, ou parmi les pires dictatures qu'on a pu connaître au XXe siècle, c'est aujourd'hui de très grandes démocraties. Et il ne s'agit pas de dire que ce ne sont pas des démocraties. Les États-Unis sont une grande démocratie. La France est une grande démocratie. L'Espagne est une démocratie. Je ne sais pas. L'Angleterre est une démocratie. Mais ils pratiquent ce genre de surveillance. Et ils considèrent qu'ils sont autorisés parce que, en le faisant, ils protègent la société. Vous voyez? Et donc, effectivement, c'est pour ça que je l'ai posé dès le départ, nous sommes pris dans cette balance, car nous sommes des citoyens qui voulons contribuer tout de même, disons, à éviter cette forme absolument odieuse, détestable de violence qu'est le terrorisme. Et donc, par conséquent, nous sommes prêts à participer à ce marchandage proposé par Obama. Mais je rappelle dans le livre aussi une phrase
Benjamin Franklin, l'un des pères de la Constitution américaine, qui dit un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de sa liberté contre plus de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Il a dit ça au XVIIIe siècle. N'oubliez pas que le 4e amendement des États-Unis, je le rappelle dans le livre, les colons américains s'étaient révoltés contre la puissance coloniale, c'est-à-dire l'Angleterre, parce que l'Angleterre avait fait une loi qui permettait d'entrer chez les colons à n'importe quel moment et fouiller leur maison. Et les Américains ont le 4e amendement, il est intégralement reproduit dans le livre, le 4e amendement, hein, c'est la liberté d'empêcher toute fouille de la maison ou de la correspondance, qui est la même chose qu'aujourd'hui. Fouille. C'est interdit par un amendement de la Constitution américaine. Mais ensuite, il y a un attentat, on fait Patriot Act, et puis on surveille tout le monde. Hein, et on lit la correspondance, la messagerie, etc. Hein. Donc, vous voyez que la question des juges, elle est relative. Les juges, bien entendu, c'est quoi? Le pouvoir judiciaire, il est autonome, mais bien sûr, il est autonome dans le cadre des lois votées par le législatif. C'est ça la mission des juges. Ah, les juges sont là pour appliquer la loi, mais la loi, ce n'est pas les juges qui la font. Heureusement, d'ailleurs. Hein? Mais, voilà, la démocratie telle que nous l'a définie et décrite Montesquieu, c'est que les uns font la loi, mais ils ne sont pas chargés de l'appliquer. Heureusement. C'est le pouvoir judiciaire qui doit appliquer la loi. Hein? Et donc, bien entendu, les limites de l'application, c'est les lois. Si des lois permettent, je réponds aux lois scélérates, hein? Si les lois permettent un certain nombre de ce qu'on peut considérer au nom des droits de l'homme des abus, les juges entérinent. Alors il y a la question sur le changement de cible de la surveillance. Hein. Voilà. Est-ce que aujourd'hui on nous surveille beaucoup, mais il y a d'autres choses qu'on ne surveille pas. On ne surveille pas, voilà, les délinquants financiers, on ne surveille pas la dégradation de la nature, par exemple, etc. C'est vrai. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de surveillants. Regardez, quand il y a eu les attentats du 13 novembre, le procureur de la République nous a appris que, vous savez, tout le monde a appris les histoires de la fiche S. Bon, et on nous a dit, il y a 5000, 6000 personnes qui ont la fiche S. Et on a dit, mais c'est quand même incroyable, s'ils ont la fiche S, pourquoi vous ne les surveillez pas? Vous n'êtes pas l'État. Et là, on nous a dit, mais c'est qu'on n'a pas les moyens. Hein, on n'a pas les moyens, on ne peut pas surveiller 5000 personnes. D'ailleurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, le nombre de fiches S, c'est de 10 000. Ils ont dit, le budget, je reproduis les propos du procureur de la République à ce moment-là, il a dit, on peut surveiller 1400 personnes à peu près. On ne peut pas surveiller plus, parce que, voilà, pour surveiller réellement, il faut un surveillant par surveillé, et même, comme les surveillants ont des droits sociaux, ils ont droit à des vacances, ils ont droit à un horaire de travail limité, etc., il faut pratiquement 2, 3 surveillants par surveillé. Et donc, pour surveiller 1500 personnes, il vous faut déjà 4500 agents, il n'y a plus. Parce que, je raconte ça aussi dans le livre, il n'y a pas que la technologie qui a évolué, c'est que tout le système de renseignement s'est reposé sur le fait qu'aujourd'hui, surveiller, c'est très facile. On se branche et puis c'est tout. On demande... Que demande la loi renseignement? La loi renseignement, c'est pas que l'État va surveiller nos communications. La loi renseignement dit que Orange, ou Bouygues, ou je sais pas, ou Free, doit remettre à l'État la liste avec les métadonnées. Et doit garder ces métadonnées pendant 2 ans au moins, 2 ou 3 ans, je sais pas. Aux États-Unis, c'est 5 ans. Donc c'est très facile pour l'État et très peu cher. Hein? Et donc voilà, vous disiez la surveillance et la vigilance. Hein, moi je dirais que surveiller, ça suppose, je mets la définition dans le livre de Larousse, surveiller, c'est observer quelqu'un ou quelque chose pour le contrôler. Alors que la vigilance, c'est pas ça. La vigilance, c'est observer, voir un peu ce qui se passe, etc., pour tirer des conclusions. Il n'y a pas l'idée de contrôle qui est dans l'idée de surveillance, et qui était dans l'idée de Michel Foucault. Vous voyez, Michel Foucault nous a appris que les États modernes sont des sociétés qui avancent, sociétés que lui appelait des sociétés sécuritaires.
hein, qu'on peut aujourd'hui dire des états de surveillance. Parce que c'est une caractéristique majeure de l'état contemporain. Hein. Et je dis, observez bien ceci, ouais, aujourd'hui, un concept comme celui de cyberespace, par exemple, c'est pas qui est là où tout se passe. Tout ce que nous communiquons, etc., toutes nos communications dans l'espace électronique, là c'est dans cette espèce de cyberespace qu'il y a quelque chose de mystérieux. Mais observez ceci. Héraclite, qui était un philosophe de l'Antiquité, disait que le monde était constitué de 4 éléments, qui ensuite se mélangeaient entre eux. Ces 4 éléments sont, vous vous souvenez sans doute, hein, on apprend à l'école, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et Gaston Bachelard a écrit pour chacun de ces 4 éléments des études, des essais merveilleux. Je vous recommande de lire. Eh bien, observez ceci. Pour chacun de ces éléments, les États ont développé un corps d'armée. La terre, l'armée de terre. L'air, l'armée de l'air. L'eau, la marine. Le feu, les pompiers. Et aujourd'hui, autour du cyberespace, il y a l'idée de la cyberdéfense, de la cyberguerre, de la cyberarmée qui déjà existe, l'état-major avec son état-major. C'est la 5e armée. Parce que le cyberespace est comme un 5e élément. Et donc, si vous voulez, on peut même s'étonner qu'on nomme des ministres à l'égalité réelle et pas des ministres, je veux dire, au cyberespace, qui est beaucoup plus important. Hein? Et donc, par conséquent, il y a cette idée-là que de plus en plus, c'est dans ce domaine où ça va se jouer. Et c'est dans ce domaine où le contrôle et la surveillance est le plus important. Bon, alors, je propose qu'on s'arrête là et qu'on garde un peu de temps, parce que Ignacio a des obligations après, malheureusement. Mais vous avez un peu de temps, on a quelques exemplaires du livre, pas énormément, mais quelques-uns, donc vous pouvez vous les procurer. Ignacio a un peu de temps pour dédicacer les ouvrages si vous voulez, et éventuellement pour répondre à quelques questions au moment de la dédicace.